titres de l'actualité. Les inégalités persistent en Afrique du Sud, plus de 3 décennies après la fin de la ségrégation raciale. Pour tenter de promouvoir l'entrepreneuriat afro-descendant, les initiatives se multiplient, à l'instar du Black Business Council, soutenu par la présidence sud-africaine. Alors que la journée mondiale de la liberté de la presse était célébrée ce vendredi 3 mai, un dialogue s'est tenu la veille en Guinée entre la primature et certains médias privés. Objectif affiché, trouver un terrain d'entente 6 mois après les restrictions décriées imposées par le gouvernement au secteur de la presse. Et l'industrie du cinéma peine à émerger au Gabon. Bien que des formations et des productions de qualité existent, le 7e art gabonais reste peu accompagné par les pouvoirs publics. Les professionnels du secteur espèrent une réaction de la part des nouvelles autorités. Quête de justice au Libéria. 6 mois après son élection, le président Joseph Boakai a signé ce 2 mai un décret visant à créer un tribunal pour crimes de guerre. Le but, rendre justice aux victimes qui ont subi de graves abus au cours des 2 guerres civiles qui ont touché le pays entre 1989 et 2003. Les précisions de Philomène Tine. Création d'un tribunal pour crimes de guerre au Libéria. Cette structure indépendante qui a été signée par décret jeudi 2 mai 2024 par le président Joseph Boakai sera chargée de juger les crimes de guerre et s'occupera également des crimes économiques au Libéria. Une manière pour les autorités du pays de rendre justice aux victimes des graves abus commis pendant les 2 guerres civiles qui ont ravagé ce pays d'Afrique de l'Ouest entre 1989 et 2003. Et je pense bien que c'est bien pour la justice et la paix, la réconciliation au Libéria, parce que être victime et puis voir que les présumés coupables de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité siègent au sommet de l'État est inconcevable pour ceux qui ont été meurtris par cette guerre-là. Et je pense aussi également qu'il est inadmissible que l'appel à financement de ce tribunal vienne plutôt des États-Unis principalement. Je pense donc que c'est l'Afrique qui doit être d'abord le premier à financer un tel événement. La création de ce tribunal pour crimes de guerre représente une avancée majeure dans la quête de justice et de paix au Libéria selon les militants et les groupes de la société civile. Cependant, une frange de la population estime que la création de ce tribunal spécial risquerait de remettre en cause une loi d'amnistie existante qui a contribué à mettre fin au combat au Libéria. Il faut que le Libéria tienne ce procès-là pour panser les plaies et que les gens puissent faire leur deuil et passer à autre chose, à la véritable paix et réconciliation. Je pense qu'il est inadmissible que des décennies après, que justice ne soit pas faite pour les victimes et les ayants droit des victimes. Environ 250 000 personnes ont perdu la vie lors des 2 guerres civiles qui ont déchiré le Libéria. Toutefois, ce pays n'a encore connu aucun procès sur cette période marquée par une litanie d'exactions, dont des massacres de civils, actes de cannibalisme, torture, viols, mutilation, enrôlement d'enfants soldats. Également dans l'actualité, le Zimbabwe ambitionne d'étendre l'utilisation de sa nouvelle devise au-delà de ses frontières. Les autorités ont exprimé leur désir de voir le Zimbabwe Gold être négocié sur le marché d'échange à travers le monde. Mais pour y parvenir, le ZiG doit encore trouver une stabilité à moyen et long terme, ce qui serait une première étape importante pour assurer la convertibilité de cette nouvelle devise adossée à l'or. Rappelons que le ZiG remplace depuis avril dernier le dollar zimbabwéen. Il s'agit de la 3e monnaie que le Zimbabwe ait connue en une décennie pour tenter de remettre l'économie nationale sur les rails. L'Afrique du Sud est encore victime d'inégalités plus de 3 décennies après la fin de la ségrégation raciale. Les Afro-descendants peinent à développer leurs entreprises malgré les réformes menées par le gouvernement en faveur de l'entrepreneuriat. Les initiatives pour accélérer la participation des entreprises noires à l'économie nationale se multiplient, à l'instar du sommet Black Business Council qui s'est ouvert le 30 avril. Le point avec Catherine Gombey.
Bien que la transformation de l'économie sud-africaine s'effectue à un rythme satisfaisant selon les autorités, la nation arc-en-ciel reste la société la plus inégalitaire au monde. C'est ce qui ressort du sommet annuel de 2 jours du Black Business Council qui s'est penché sur les instruments politiques et législatifs qui affectent la transformation socio-économique globale et la croissance inclusive du pays. Dans un contexte où le PIB devrait atteindre 401 milliards de dollars en 2024, le président Cyril Ramaphosa a invité les citoyens afrodescendants à oser le pari de l'entrepreneuriat. The Black Industrialist Program that we initiated in 2016. Le programme de soutien aux industriels noirs que nous avons lancé en 2016 avait un objectif initial de 1000 industriels noirs à soutenir et à développer. Aujourd'hui, en 2024, nous avons plus de 1700 entreprises détenues et gérées par des Noirs dans un certain nombre de secteurs de notre économie qui ont bénéficié de ce programme. Depuis l'abolition du système de l'apartheid, une enquête de la Southern Africa Venture Capital Association réalisée en 2023 révèle que les sorties d'entreprises sud-africaines ont généré un rendement total de 17 millions de dollars pour lesquels 39% des actifs sont détenus par des afrodescendants. Une amélioration jugée insuffisante par certains experts. Who represents and speak for South Africans today? Qui représente et parle au nom des Sud-Africains aujourd'hui? Cette question se pose sur plusieurs fronts, notamment celui des entreprises et des organisations de premier plan qui reflètent un large éventail d'entreprises et d'intérêts commerciaux. Ce n'est un secret pour personne que notre pays a un sérieux problème de leadership. Le secteur des entreprises appartenant aux afrodescendants en Afrique du Sud est un employeur marginal, mais qui joue un rôle important dans l'amélioration du bien-être et la réduction de la pauvreté estimée à 20% par le FMI pour les foyers noirs. Le défi auquel fait face l'Afrique du Sud est celui d'élaborer un cadre institutionnel qui donne aux entreprises appartenant aux Noirs un accès plus large aux services financiers, de formation et d'assistance technique. La Guinée progresse de cette place dans le classement 2024 de Reporters sans frontières, publié ce vendredi 3 mai à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Mais les tensions persistent. Ce secteur est soumis à de nombreuses restrictions depuis 6 mois pour tenter de trouver un terrain d'entente. Une rencontre a eu lieu ce jeudi entre la primature et certains médias privés. Une démarche peu appréciée par le syndicat de la presse. Plus de détails dans ce reportage de Nabila Kamara. Depuis novembre 2023, l'espace médiatique guinéen traverse des moments tumultueux avec des restrictions imposées par l'État à plusieurs radios et télévisions privées du pays. Pour trouver une issue à cette crise qui dure depuis 6 mois, les associations de presse et les patrons d'entreprises de médias ont échangé ce jeudi 2 mai 2024 avec le chef du gouvernement. La problématique cruciale du moment, le brouillage des ondes et le retrait de plusieurs chaînes privées des bouquets de télévision étaient au centre des discussions. Aujourd'hui, nous avons reçu cette confirmation de M. le Premier ministre qu'à l'issue de beaucoup d'éléments qu'il a eu à apporter de son côté, il a enfin obtenu du président de la transition qu'il voie, lui, Premier ministre, avec tout son cabinet, les conditions de résolution pacifique de cette crise qui n'a que trop duré. Le Premier ministre a désormais carte blanche pour agir au nom du gouvernement afin de rétablir les médias impactés. Les associations de presse sont ainsi invitées à produire à cet effet un mémo actualisé qui prend en compte les engagements des journalistes pour le respect de l'éthique et de la déontologie du journalisme. Mais le contenu du dit document ne fait pas l'unanimité. Grand absent de cette rencontre majeure, le syndicat des professionnels de la presse de Guinée dit ne pas être concerné par ces conclusions. Si un patron s'hasarde à prendre des engagements au nom des journalistes là-bas, il se trompe. Parce qu'aucun journaliste ne se soumettra à des engagements portant atteinte à la liberté de la presse, à l'indépendance des journalistes. Là, le syndicat est catégorique parce que c'est nous qui parlons au nom de ces journalistes, ces employés des médias, techniciens et journalistes. Aujourd'hui, en Guinée, ce sont plus de 500 journalistes qui se retrouvent au chômage technique, conséquence de la décision de la haute autorité de la communication de suspendre la diffusion des chaînes privées sur les bouquets.
Nouvelle pénurie de carburant au Nigeria. Le premier producteur de pétrole en Afrique est à sec depuis plusieurs jours. En cause, la suppression des subventions au carburant, mais aussi les complexités de la chaîne d'approvisionnement, ce qui a pour conséquence l'augmentation des prix de certaines denrées alimentaires et des transports. Le point avec Pauline Minka. Au Nigeria, la pénurie de carburant cause de nombreux dégâts. Des files d'attente se multiplient au niveau des stations de service. Plusieurs villes sont affectées par cette situation qui ne cesse de s'aggraver et qui crée un certain inconfort chez les populations. Les pouvoirs publics pointent du doigt la pénurie due à des ruptures d'approvisionnement liées à des problèmes logistiques et promettent un retour à la normale dans les plus brefs délais. Je suis ici depuis 6 heures du matin. Que le gouvernement nous vienne en aide. Qui nous aide réellement, je vous en prie. La crise de carburant a entraîné l'augmentation des coûts de l'essence, des prix de produits alimentaires et du transport. Dans la plupart des villes comme Lagos, Abuja, Port Harcourt, Enugu et dans les villes du nord comme Kaduna, le transport a augmenté d'environ 40% selon Jabara Moussa, économiste et journaliste du Guardian au Nigeria. Aussi, dans certaines stations de service d'Abuja, la capitale du Nigeria, le prix de l'essence a augmenté de 15%, passant de 675 à 777 naira le litre. La pénurie de carburant affecte des services tels que les transports, les prix des produits alimentaires et même les salons de coiffure, car les prestataires de services paient plus pour le carburant et répercutent les coûts supplémentaires sur les consommateurs. Le Nigeria est l'un des principaux producteurs du pétrole brut d'Afrique, mais les pénuries d'essence sont monnaie courante. Le pays dépend fortement des importations de carburant en raison des performances insuffisantes de ses raffineries. La crise du carburant actuelle pénalise de nombreuses entreprises qui sont obligées de recourir aux générateurs. Malgré les promesses du gouvernement, la fin de la crise pétrolière dans le pays semble encore lointaine. Le 7e art gabonais tente de briller malgré le déficit de soutien de la part des pouvoirs publics. L'Institut gabonais de l'image et du son, basé à Libreville, donne la possibilité aux professionnels du cinéma de disposer d'une bonne formation et d'avoir des productions de qualité. Mais malgré cela, beaucoup reste à faire pour bâtir une industrie du cinéma solide. Reportage de notre correspondant au Gabon, Joseph Moifo. Né d'une réforme en février 2010 suite à la fermeture du Centre national du cinéma gabonais, l'Institut gabonais de l'image et du son vise la promotion de l'industrie et des œuvres cinématographiques sur l'ensemble du territoire gabonais. Il vise également la formation de ses agents sur les métiers de l'audiovisuel et l'archivage des œuvres cinématographiques et les accords de coproduction entre le Gabon et les autres pays. Placé sous la tutelle du ministère de la Communication et des Médias, l'Institut gabonais de l'image et du son est géré par le cinéaste Serge Abessolo, qui assume les fonctions de directeur général depuis janvier 2022. Un film raconte l'histoire d'un peuple. Un film donne donc des enseignements et beaucoup de jeunes peuvent s'inspirer de ce qu'ils ont vu au travers d'un film. Et l'IGIS veille à ce que justement ces choses soient respectées dans le contenu de votre projet. Situé à Angodji, dans la banlieue de Libreville, l'une des missions de l'Institut gabonais de l'image et du son est de promouvoir et d'accompagner les cinéastes gabonais. Nous voulons rendre productifs nos producteurs locaux en les accompagnant dans la mise en place ou en musique de leurs projets, mais cela également passe par la présentation des dossiers qui nous sont présentés, que ce soit des courts-métrages, des longs ou des séries. Fonctionnel depuis 14 ans, l'Institut gabonais de l'image et du son croît sous le poids des difficultés financières et n'a malheureusement pas encore de statut, ce qui ne permet pas aux cinéastes gabonais de bien organiser et structurer le secteur cinématographique. Il propose tout de même des pistes de solutions pour sortir le cinéma gabonais de la précarité. Actuellement, nous avons au Gabon une loi, par exemple, sur un soutien de l'État à la presse privée, gérée par le ministère de la Communication. On devrait pouvoir avoir, pourquoi pas, un fonds d'aide à la production cinématographique audiovisuelle qui passerait par la mise en place donc, de ce fonds. Pour faire face aux difficultés dans la promotion et la production des œuvres cinématographiques gabonais, les cinéastes sollicitent un accompagnement accru des pouvoirs publics. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.